Euh, Bonsoir à tous, hein. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live-ci. Donc aujourd'hui, vu qu'on est dans la phase des admissions, je dois beaucoup plus parler des admissions, tout en espérant que cela vous aide dans votre procédure. Et à la fin de ce live, bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, je dois répondre à ces questions-là. Alors, sans plus tarder, on va parler des écoles où vous pouvez déjà introduire vos demandes d'admission. Nous sommes en fin janvier 2023, plus précisément le 29 janvier. Et parlons des écoles où les admissions sont déjà ouvertes. On a l'Université de Namur, l'Université catholique de Louvain. On a des hautes écoles ou des écoles de promotion sociale telles que Namur Cadet, à la haute école non, l'école de promotion sociale. Il y a également une école de promotion sociale à Namur dont j'ai oublié le nom. Mais je pense que j'ai déjà publié sur la page. Je vais vérifier si c'est pas fait. Je vais également publier. Et je dois également publier mais je pense que je l'ai déjà publié dans le groupe WhatsApp et je vais republier. Donc, on est en plein dans la phase des demandes d'admission et je pense que j'avais parlé des critères de demande d'admission, dans les critères que la plupart des établissements en Belgique exigeaient. Il y a un aspect que je dois faire allusion ce soir, c'est la lettre de motivation. C'est de plus en plus très important de prendre la peine de faire une bonne lettre de motivation. Pourquoi faire une bonne lettre de motivation? Tout simplement parce que la plupart des établissements se sont rendus compte que beaucoup d'étudiants ne faisaient que du copier-coller, donc ne prenaient que des lettres de motivation déjà peut-être présentes sur Internet ou s'inspiraient d'autres lettres de motivation, alors que c'est parfois intéressant de personnaliser sa lettre de motivation. Donc, parler un peu de son parcours, parler de l'université ou de l'établissement en question. Donc, faire comprendre à l'université ou à la haute école qu'en fait, vous maîtrisez mieux cette université-là, peut-être sa localisation. Donc, si vous faites le cas, par exemple, si vous faites une demande, par exemple, à l'Université libre de Bruxelles, c'est toujours intéressant de préciser, par exemple, sa localisation, vu que c'est la capitale, ça fait partie des critères qui vous ont amené à choisir cette université-là. Vous pouvez également parler du coût des études et toujours faire un lien avec les études que vous avez entreprises dans le passé. C'est très important. Donc, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, au courant de la semaine, il y a plusieurs vidéos que je vais poster où je vais parler des lettres de motivation, où je dois parler, euh, je dois revenir sur le cas de l'ULB, où je dois parler d'un aspect qui va faire que l'ULB accepte certains étudiants que d'autres cette année. Donc, ça, sur la chaîne, je vais parler. Mais déjà, pour ce soir, je vous donne un avant-goût. Donc, sachez que euh, la plupart des étudiants qui vont être acceptés à l'ULB seront des étudiants qui auront participé à la séance d'information que l'Université de Bruxelles organise. Je pense que c'est le 2 février. Donc, c'est une séance d'information qui a lieu en ligne. Donc, il faut s'inscrire et ce jour-là, il faut se connecter sur Zoom pour participer. Ça, c'est très, très important. Donc, tous ceux qui vont participer à ces séances d'information et qui vont faire allusion à ça dans leur lettre de motivation ont plus de chances d'être acceptés. Pourquoi? Parce que la séance d'information est l'occasion pour l'université d'entrer en contact avec ces étudiants étrangers-là qui souhaitent venir poursuivre des études dans leur école. Et ceux qui participent le plus souvent, cela témoigne de leur intérêt comment avait dit, cela témoigne de leur intérêt aux activités de cet établissement-là. C'est très important. C'est pourquoi je rappelle que pour cette séance d'information, il faut à tout prix participer. Pour ceux qui vont me demander le lien, je vais le poster une fois de plus dans le groupe WhatsApp. Je dois également poster sur la page Facebook. Et n'hésitez pas, même si vous allez sur le site internet de l'Université libre de Bruxelles, vous allez voir ce lien-là parce que c'est un lien qui est d'actualité. Et
Grâce à ce lien, vous pouvez vous inscrire à la science d'information. C'est très important. Donc, parlant toujours des admissions, il y a un aspect qui est important, qu'il ne faut pas oublier, il s'agit des délais. Vraiment, il faut toujours tout faire pour être parmi les premières personnes qui introduisent des demandes d'admission. Pourquoi? Parce que la Belgique a modifié son calendrier académique. Et en modifiant le calendrier académique, ils n'ont pas adapté. Donc, ils n'ont pas adapté une fois de plus, je veux dire, au timing des demandes d'admission. Ce qui fait que si tu n'as pas une inscription assez rapidement, donc si tu n'as pas une inscription, comme on avait dit, bon, quand je parle assez rapidement, forcément, je vais dire d'ici mai, le mois de mai, tu n'as pas une inscription, ça peut être préjudiciable. Pourquoi? Parce que désormais, en Belgique, la rentrée s'est faite au mois d'août. Ce qui se faisait avant au mois de septembre. Donc maintenant, la rentrée, c'est au mois d'août. Je pense que c'est le dernier week-end du mois d'août. Et si la rentrée, c'est le dernier week-end du mois d'août, il est toujours plus intéressant d'être en Belgique en cette période-là. Même si l'étudiant a son visa et qu'il arrive en Belgique plus tard, cela ne peut qu'avoir un impact sur, comment je veux dire, sur les cours qu'il aura ratés jusqu'ici. Mais pour ce qui est des demandes de visa, je pense que la Belgique doit une fois de plus vérifier en fonction des dates de rentrée. Donc, ce qui est le plus souvent le cas. La Belgique regarde surtout l'Office des étrangers, quelle est la date de la rentrée académique de l'étudiant, l'université ou la haute école accorde encore quel délai supplémentaire, etc. Donc, ça, c'est également très important. Donc, autre chose en ce qui concerne des admissions cette année, on est tous, ou alors pour ceux qui ne savent pas, les écoles de septième ne font plus partie des établissements où on peut introduire une demande d'admission afin d'introduire la demande de visa par la suite. Et ça, c'est depuis l'année dernière. Donc, ça, c'est juste un rappel parce que il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir est-ce qu'on peut encore introduire des demandes d'admission auprès des écoles de septième. Non, ça, c'est plus possible. Et je tiens à rappeler que la septième ou alors des classes préparatoires, c'était des classes qui permettait aux étudiants étrangers d'arriver en Belgique, faire une année préparatoire afin d'accéder aux études supérieures. Donc ça, c'est plus possible. Et toujours parlant des admissions, il y a la ELA, la Haute École ELA, qui ouvre des inscriptions. Je pense que c'est le 1er février aussi. Il y a plusieurs autres écoles qui ouvrent en février. Par exemple, l'Université libre de Bruxelles ouvre en février, l'Université de Mons, l'Université de Liège, bref, toutes les universités vont offrir les inscriptions ou alors les admissions le mois de février. Donc, il est important de se préparer. Pour ceux qui n'ont pas encore des dossiers complets, c'est encore le moment de vérifier quels sont les documents qu'il vous manque, quels sont les documents qu'il faut. Pour ça, franchement, il faut prendre la peine de vous rassurer que vos documents sont complets. C'est un aspect important pour cette phase de la procédure. Vérifiez tous les documents. Une fois que vous avez tous les documents, rassurez-vous que vous les avez scannés et que les documents sont lisibles, clairs et lisibles, parce que les documents qui sont pas lisibles, qui sont mal scannés, ça fait également l'objet des refus des demandes d'admission de plus en plus. Surtout que l'année dernière, ou alors depuis 2020, il y a des refus. Parfois, tu vois des refus, on va te dire que documents illisibles, des refus pour des documents incomplets, pour des dossiers incomplets, des refus pour des lettres de motivation mal écrites, etc. Donc, pour ma part, rassurez-vous d'avoir des documents complets, bien scannés et lisibles. Ça, c'est toujours dommage de voir un refus d'admission pour des motifs pour lesquels l'étudiant pouvait améliorer ou faire très attention. Donc, voilà un peu les points sur lesquels je devais revenir ce soir pour vous éclairer pour ce qui est des demandes d'admission. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions.
Je me ferai le plaisir de les répondre maintenant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander la parole. Je vous donnerai l'accès et vous pourrez poser la question pour ce qui est des demandes d'admission ou alors en ce qui concerne la procédure. Donc, en attendant vos questions, je vais un peu parler des équivalences. Donc, il y a beaucoup de gens également qui m'ont contacté parce que ils ont introduit des demandes d'équivalence depuis le mois d'octobre, pardon, depuis le mois de novembre 2022, et jusqu'ici, ils n'ont pas encore de réponses, ils n'ont pas encore de suite. Et ils s'inquiétaient, pour les demandes d'inscription parce qu'ils se disaient, si je n'ai pas mon équivalence, est-ce que je peux introduire la demande, est-ce que je peux commencer avec des inscriptions? Donc, la réponse est tout simplement oui. Donc, ne surtout pas attendre que votre équivalence soit disponible pour commencer les démarches d'admission. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Parce qu'ils se disent qu'une fois qu'on a introduit l'équivalence, il faut qu'on attende que l'équivalence soit disponible avant de commencer les inscriptions. Non. Avec juste la preuve que votre dossier a été introduit, vous pouvez commencer les démarches d'inscription auprès des écoles. Donc, ne pas attendre que l'équivalence sorte définitivement. Non, ça c'est une erreur grave parce que cela doit vous causer un énorme retard dans les démarches. Une fois que vous avez introduit la demande et que votre dossier a été reçu au service des équivalences, pour ceux qui se demandent comment faire pour vérifier si ma demande a bien été reçue, dans le guide complet, je vous explique comment vérifier cela. Sinon, il faut tout simplement aller sur le site du service des équivalences, introduire votre nom et date de naissance et voilà, vous pourrez vérifier si le dossier a bien été reçu. Si le dossier a bien été reçu, il suffit juste de faire une capture d'écran et de l'utiliser comme preuve de dépôt de votre demande d'équivalence. Si la personne qui l'a introduit n'est pas allée sur place, bien sûr, parce que si la personne allait sur place déposer la demande, automatiquement, il a l'accusé de réception de la demande et avec ça, c'est suffisant pour introduire une demande d'admission. Ça, c'est important. C'est très important. Parce que je connais des gens, jusqu'ici, eux, ils croisent les bras, ils ne préparent pas la phase de demande d'admission parce qu'ils se disent non, il faudrait d'abord que mon équivalence soit disponible. Erreur fatale, ne le faites surtout pas. Vu les délais qu'on a, parce que de janvier à août, on a 8 mois. On a 8 mois pour préparer cette procédure-là. Et on a 8 mois pour tout faire. Et vous savez très bien qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, parfois, il faut prendre des rendez-vous, des demandes de visa. Il faut introduire des demandes d'inscription, attendre plus ou moins 6 semaines. Et justement, parlant de du délai de traitement d'une demande d'inscription, il y a également la question qu'on m'a posée, c'est de savoir, quand on introduit une demande d'inscription, ça prend combien de temps pour qu'on ait une réponse? Donc, à ça, ce que je vais dire, c'est que ça dépend vraiment des établissements. Donc, il y a des établissements qui vont vous apporter des réponses à votre demande assez tôt. Et il y a également il y a également le nombre de demandes d'admission. Donc, il y a des années, il arrive parfois qu'une université reçoit énormément de demandes, ce qui fait que le délai de traitement peut être un peu plus long parce que parfois ils ne mobilisent pas tout le personnel juste pour ça. Donc, s'il y a assez de demandes, ça prend assez de temps. Et sinon, en moyenne, il faut compter 6 semaines. Donc, quand vous introduisez une demande d'admission, il faut compter en moyenne 6 semaines pour avoir une réponse. Et dans les 6 semaines, si vous n'avez pas de réponse, prenez la peine de relancer l'établissement par mail, l'université ou la haute école. Faites un mail pour dire voilà, j'ai introduit une demande, mais jusqu'ici, j'ai pas de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont vous dire ce qu'il faut faire. Si le dossier a bien été reçu, si le dossier est déjà en cours de traitement auprès du département concerné ou auprès du service des inscriptions ou des admissions. Ça, n'oubliez pas de le faire. Parce que parfois, il arrive parfois qu'on oublie. Je me souviens, il y a une année, j'avais introduit une demande d'admission pour un étudiant. Je pas plus de 2 mois après, c'était au mois de février,
En mai, quand j'ai introduit, ils m'ont dit, mais on vous avait déjà envoyé une réponse à votre euh, demande d'admission. Et depuis fin février, début mars comme ça, donc ils avaient déjà envoyé. Mais entre-temps, comme je n'avais pas reçu de mail, je me disais non, peut-être que ça n'avait pas été traité, alors que ça avait été traité et qu'ils avaient fait le mail, sauf ils avaient fait l'erreur sur l'adresse mail euh, du destinataire. Donc du coup, j'ai pas reçu le mail. J'étais obligé de relancer. Et c'est quand je relance, on était au mois de mai, que la personne en fait avait été acceptée sous réserve de certains documents. Et quand on te donne un délai pour compléter le dossier, si ce délai passe que tu n'as pas complété, le dossier est tout simplement rejeté et clôturé. Donc du coup, le dossier avait été rejeté. C'est quand j'ai fait une requête d'audition, j'ai pas reçu de mail et effectivement, ce qui a aidé, c'est qu'ils avaient constaté qu'effectivement, il y avait eu l'erreur sur la mail utilisée et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la possibilité de compléter le dossier, ce qui a été fait. Mais après, pour la suite, quand même, on est pénalisé parce que si on a une inscription à partir de juin, juillet, vu les délais de traitement d'une demande de visa, ça devient quand même critique. Donc voilà ce que je tenais à ajouter pour ce soir. Donc je ne sais toujours pas si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, euh, si vous n'avez pas de questions, j'espère bien qu'il y aura une question au moins pour ce soir. Mais s'il n'y a pas de questions, je ne veux pas vous retenir très longtemps. Ouais, il y a Lucie qui veut parler un instant. Euh, Autorisé à parler. Ok, bonsoir Lucille. Il faut juste activer ton micro, hein. Là, le micro est désactivé. Il faut juste activer le micro avant de parler. Sinon, on ne t'écoute pas. Allô. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment tu vas? Il va bien, merci. Oui. Tu appelles d'où? Le Cameroun? Oui, le Allô? Cameroun. Ok, d'accord. Oui, on t'écoute. C'est quoi ta préoccupation? Depuis Douala au Cameroun. Oui, j'appelle depuis le Cameroun. Ok, oui, depuis Douala, oui. Euh, euh, en fait, j'ai une question concernant la demande d'admission. Concernant une école privée en Belgique. Oui, Il s'agit de la haute école. Non, il s'agit de l'école, l'Institut des autres écoles, des autres écoles d'études de commerce hier. Oui. attends, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris le nom de l'école. Oui, oui, bon. Quand je vois, j'essaie de faire des recherches concernant cette école. Et là, je constate que j'ai vu une demande, une lettre d'admission d'un étudiant où il est écrit que l'école est non reconnue par la Fédération La française. fédération, oui, oui, la fédération Wallonie-Bruxelles, oui. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si c'est un I, IEH 2EC. Ah oui, oui, IEH, ouais, ouais, je vois, oui.
Oui. Et j'ai pas compris. C'est quoi la question alors? C'est quoi ta question? Bon, là, on t'écoute vraiment pas. Oui, avec que c'est une école non reconnue par la fédération Oui, oui, française, c'est oui. une école privée. Mais je ne sais pas comment cette école n'est pas reconnue et puis on autorise dans les étudiants à poursuivre les études dans cette école. Ok. Euh, c'est tout ce que tu as comme question. Comme ça, tu raccroches, je pourrais répondre parce que après, il y a des cours. Ok, bon, attends, pour te répondre, on va d'abord couper le micro. Ok. euh, donc, si je comprends bien ta préoccupation, c'est le fait que pourquoi est-ce que une école privée non reconnue par la Fédération Wallonie de Bruxelles euh, peut accepter des étudiants? J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais encore répondre. En fait, euh, bien que ce soit des écoles non reconnues, ça ne veut pas dire que ce sont je veux dire quoi? Euh, L'établissement n'est pas reconnu, mais l'établissement exerce en Belgique de manière légale. C'est le diplôme qu'on délivre dans cette école privée-là qui n'est pas reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui veut dire que si tu es diplômé dans cette école-là, euh, ça serait difficile d'accéder au marché du travail en Belgique parce que le diplôme ne serait pas reconnu. Par contre, avec le diplôme obtenu dans cette école-là, tu peux travailler hors de la Belgique, ça peut être en France, au Luxembourg, etc. Euh, le fait que ça ne soit pas reconnu ne veut pas dire que l'établissement exerce de manière illégale en Belgique. Non, ils ont une autorisation, mais sauf que c'est une école privée. Donc, c'est le diplôme délivré par cette école-là qui n'est pas reconnu. Donc, euh, c'est tout ça la différence parce que le problème souvent qu'on entend, lorsqu'on entend établissement non reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a l'impression que non, l'établissement exerce en Belgique de manière illégale. Non, c'est pas le cas. C'est une école privée et les écoles privées le plus souvent ne sont pas subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou alors par l'État. C'est uniquement, par exemple, des universités, des hautes écoles, les écoles de fonction sociale, les écoles d'art, etc. Voilà, des écoles qui sont subventionnées et le diplôme est reconnu. Donc, c'est un peu comme une sorte de protectionnisme que le système d'enseignement en Belgique essaye de mettre pour préserver les établissements d'enseignement public. Euh, donc, c'est tout à fait normal qu'un étudiant ait l'admission dans une école privée et qu'après, par la suite, il ait son visa parce que l'établissement exerce de manière légale en Belgique. C'est pour cette raison-là qu'on délivre des visas. C'est pour cette raison qu'on accorde les visas aux étudiants qui ont des admissions dans ces établissements-là. Toujours est-il que, euh, en fonction du nombre d'étudiants que l'école privée accorde des admissions, l'Office des étrangers également juge de la pertinence et de la fiabilité de cette école-là. Parce que il y a des écoles privées comme IHE. Avec IHE, c'est de plus en plus difficile d'obtenir un visa. Difficile ne veut pas dire que impossible. Il faut bien qu'on se comprenne parce qu'il y en a qui obtiennent toujours leur visa avec des inscriptions dans ces écoles-là. Tout dépend du projet d'étude de la personne et du profil du candidat. Donc, il y a des profils que lorsqu'on voit, oui, c'est évident que cette personne a juste eu une admission dans cette école privée juste pour obtenir le visa parce que le parcours académique ou professionnel n'a rien à voir. Donc, rien n'est cohérent et le but, c'était juste d'avoir une admission. Et vu que la plupart de ces écoles privées, ils s'en foutent un peu du parcours de l'étudiant, donc leur but aussi, vu qu'ils ne sont pas financés,
ils ont un quota, donc ils ont besoin d'un nombre d'étudiants pour pouvoir renflouer les caisses. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, c'est un business et pour s'en sortir, il faut avoir des clients. Ces clients sont des étudiants. Donc, et les écoles privées, vu qu'ils ne sont pas subventionnés, ils accordent. Il est 23 heures. Pardon, ils accordent parfois à tort et à travers des inscriptions aux étudiants et le plus souvent, cela ternit un peu l'image de l'école privée en sorte, mais toujours est-il qu'il y a des écoles privées euh, qui sont très peu connues en Belgique et dont les frais de scolarité sont aussi élevés, donc parfois dans les 10 000 euros. Ces écoles-là ne souffrent de rien, hein. Donc avec ces écoles-là, quand tu as une admission, ton visa ne souffre aussi de rien parce qu'on sait payer ce montant-là, c'est parce que la personne sait pourquoi il vient se former dans cette école-là, tout simplement. Donc voilà, j'espère avoir apporté des éléments, des réponses assez claires pour cette préoccupation. Est-ce qu'il y a une autre question? Qui d'autre a une question? Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? S'il n'y a pas de question, voilà. Je dois devoir couper le live et désormais, comme je dis tous les dimanches, à partir des 22h30 heure de Belgique, sur Telegram, on aura toujours notre live traditionnel. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Ok, Lucie, il fallait plus sa parole. Ok, ouais, on t'écoute, hein, il faut... La seconde question est de savoir à quel moment, euh, quel profit on donne à un étudiant d'être non finançable. Parce que dans le site de certaines universités, j'ai vu là pour les cas concernant les étudiants non finançables. J'aimerais un peu savoir, avoir plus d'éclaircissements à ce sujet. Ok. Ok, lui, je vais te prendre juste après. Donc, lorsqu'on parle d'étudiants finançables, non finançables, c'est un peu plus complexe. Mais je vais quand même essayer d'expliquer à ma manière pour que vous puissiez comprendre. Toujours est-il qu'il faut savoir que la Belgique euh, accepte beaucoup d'étudiants étrangers ici dans le pays. Et ces étudiants-là sont en partie financés par, je dirais, par un fonds spécial, donc ça peut être celui de la Fédération Wallonie ou celui de l'Union européenne. Toujours est-il que il y a un quota d'étudiants qui sont dont les études, dont une partie des études est financée par un fonds provenant de la communauté française de Belgique. C'est pourquoi on parle d'étudiants finançables. Ce qui veut dire que si par exemple, on suppose que chaque université ou chaque haute école a droit à 50 étudiants qui seront étrangers, qui seront financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une fois que l'établissement a recruté ces 50 étudiants, le reste n'est plus finançable automatiquement. C'est pourquoi il y aurait des refus de demandes d'admission. Par exemple, tu as introduit une demande d'admission. En fait, vous êtes plusieurs à introduire des demandes d'admission. On accepte certains, on refuse d'autres. Et le motif peut être que l'étudiant est non finançable. C'est tout simplement dû au fait que le quota des étudiants qui sont finançables par la Fédération Wallonie-Bruxelles est atteint. Donc, en ce moment, voilà, l'établissement ne sait pas faire autrement que de refuser cette demande sur ce motif-là. Et c'est pourquoi parfois c'est le motif qui revient le plus souvent. Hein. L'étudiant n'est pas finançable et tout. Et voilà, en ce moment, on ne sait rien faire. Donc, parfois, il n'y a pas de recours. On ne sait pas faire de recours parce que euh, euh, l'étudiant a atteint son quota. Donc, voilà, c'est tout simplement ça le truc. Ok, on va prendre lui.
Et bonsoir à tous. Bonsoir, lui. Comment tu vas? Je vais bien. J'espère que Ok. vous aussi également. Ok. Ah, tu appelles depuis le Sénégal? Non, Togo. Ah, depuis le Togo. Ok, Oui, enchanté. merci. Ouais, je t'écoute. Oui, ma question va concerner les admissions. Bon, qu'en est-il des admissions multiples? Par exemple, sur la plateforme de Liège, je pense qu'on dit que tu peux avoir trois possibilités. Mais si Ouais. je lis les recommandations, il dit qu'une seule est possible. Bon, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Oui. Ou bien combien d'admissions tu peux introduire par université? Je sais que ULB, c'est un. C'est une plutôt. Oui, à l'ULB, oui, c'est d'accord que sur la plateforme en ligne, on peut introduire une seule demande. Euh, en fait, c'est recommandé d'introduire une seule demande par université, normalement. Même si des universités comme, oui, comme l'université de Namur, l'université de Liège, l'université de Mons, il y a moyen d'introduire euh, minimum 2 à 3 demandes d'admission. Le piège dans ça, c'est que lorsque tu introduis plusieurs demandes d'admission, il faut, il faut bien que les filières que tu choisis soient des filières vraiment similaires pour, euh, pour que ton admission ne soit pas considérée juste comme un moyen d'avoir une inscription dans cette université-là. Je prends un cas simple. Si par exemple tu postules pour les sciences biomédicales à l'université et que tu souhaites introduire une deuxième demande d'admission et que tu peux introduire en sciences économiques et gestion, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, forcément, les deux vont être rejetés et l'admission va être refusée. C'est pourquoi, moi, je conseille toujours vraiment d'aller sur la base d'introduire une seule demande et de bien constituer son dossier. Même si, oui, même à l'Université catholique de Louvain, on peut introduire 2 à 3 demandes d'admission. Ça, c'est possible en ligne, ça, c'est possible. Toujours est-il que ils vont, euh, ils vont tenir compte de la première demande. Et le plus souvent, le motif de la première demande, ici par exemple, comme l'autre demandait tout à l'heure, si c'est que l'étudiant n'est pas finançable, pour toutes les autres demandes, ça sera la même réponse. Euh, donc, mais sinon, en Belgique même, dans le règlement des études, il faut introduire une seule demande par université. Donc, il faut pas tomber dans ce piège-là d'introduire plusieurs demandes dans la même université. Donc, ça, moi, je ne conseille pas en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question ou... Non, ça va. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Qui d'autre a une question? Oh, déjà 30 minutes. C'est vrai que les lives, je souhaiterais que on les fasse maximum en 30 minutes. Mais s'il y a une autre question, pourquoi pas, on va prendre la question. Et s'il n'y a pas une autre question, on va tout simplement se donner rendez-vous dimanche prochain à partir de 22h30 heure de Belgique, 21h30 heure GMT. Donc, il y a personne d'autre qui veut parler. Tout à l'heure, il y avait Bonito qui voulait prendre la parole. Bah, je suppose que peut-être tu as répondu à l'une de ses préoccupations dans ce live-ci. Alors, bon, merci à tous, merci à vous d'avoir participé et n'hésitez pas à informer tous ceux-là qui sont intéressés par les études en Belgique, qui a un live tous les dimanches à partir de 22h heure de Belgique. Donc, on se dit tout simplement à la semaine prochaine. Bon début de semaine et bonne soirée.